en toute vérité. Un grand entretien de Radio Burkina avec un invité spécial tous les samedis et rediffusé les dimanches. Entretien réalisé par Charles Kendrebeogo. Mesdames, Messieurs, bonjour. En toute vérité, je reçois pour vous David Moyenga, acteur politique burkinabé, universitaire et ancien député au CNT. Bonjour, Monsieur Moyenga. Oui, bonjour, Charles. Vous vous êtes aguerri dans les luttes. Ceux qui vous connaissent déjà à l'université de Ouagadougou, vous avez fait vos armes au sein de l'ANEP. C'était au temps fort des luttes estudiantines. Oui, tout à fait. J'avoue que ça a été une belle expérience dans le combat de la jeunesse à laquelle nous nous sommes retrouvés à la pointe et surtout dans un contexte de tournant historique quand même de notre peuple parce qu'on s'en souvient, les grandes luttes, la lutte de 98 suite à l'assassinat du journaliste Norbert Zongo qui s'est développée jusqu'à celle de 99-2000 qui a conduit à l'invalidation de l'année académique et bien entendu de toute la résistance qui s'est développée autour pendant plus de 8 mois de résistance. Donc vous comprenez que des produits qui sortent de ces combats, qui ont été aux avant-postes de combat au sein de l'AESO, au sein de l'UGEB avec l'ANEB, qui est quand même l'une des structures combatives la plus populaire quand même de la jeunesse estudiantine au Burkina, et même dans la sous-région, et également d'autres structures un peu extra-académiques. Dès notre sortie, il y a eu l'ODJ. L'ODJ qui est là actuellement. Qui est toujours là, écoute, c'est une suite logique des choses. Ouais. À sa création. Parce qu'il fallait aussi intéresser d'autres jeunes en dehors des scènes scolaires et estudiantines. Et même au-delà. Après l'ODJ, il y a eu d'autres combats qui se sont menés, développés au pays. Et même, je dirais, peut-être ça va vous étonner, c'est la première fois que je l'ai dit, membre fondateur du ballet citoyen également. Ah oui? Ah ben oui, donc ça veut dire que vous comprenez que nous sommes une jeunesse militante, une jeunesse de combat et une jeunesse, je dirais, d'alternative maintenant et une jeunesse d'espoir. Est-ce qu'on peut dire que tout cela s'est préparé à partir du campus? Ben oui, en grande partie parce que je crois que ce qui est en train de se dessiner très clairement, la photo des combats qui ont été menés antérieurement ces 20-30 dernières années, où il y a eu beaucoup de grands événements et grands tournants jusqu'à l'insurrection populaire, qui n'était pas non plus, je dirais, un hasard heureux. C'est pas une génération spontanée. Donc ça n'a pas été spontané. Donc aujourd'hui, à moins qu'on veuille faire la force à une certaine jeunesse, ce qui va être difficile parce qu'elle est là, et je crois qu'il y a une jeunesse de relève dans ce pays-là qui est là, qui doit être organisée et qui doit en fait se mettre à la place aujourd'hui des responsabilités les plus hautes et des défis les plus élevés pour notre pays, mais qui est à la croisée de presque tous les chemins encore aujourd'hui après l'insurrection populaire. Donc vous comprenez que notre combat est allé de façon gradative depuis association et ainsi de suite, société civile. J'imagine qu'on va y revenir. On va y revenir, mais à l'époque, à l'université. Et ainsi de suite, on y est là. Oui, voilà, à l'époque, à l'université, c'était des grandes répressions, des mouvements durs conduits par l'ANEB qui ont débouché, comme vous l'avez dit, à une année blanche. Est-ce que, avec le recul, ça a été un succès? Ah oui, il n'y a aucun combat qui peut se mener sans sacrifice. Et c'est l'esprit de sacrifice de notre génération comme ça. Il fallait passer par cette année blanche. Mais c'est même pas qu'on a voulu passer. On a voulu faire bouger les lignes. Et l'adversaire politique en place, sinon le système politique en place, a tout simplement, devant l'incapacité, j'allais dire, de répondre, sinon de pouvoir dompter cette jeunesse comme on la voulait là, ils ont opposé une répression, je dirais, barbare, physique. Beaucoup d'étudiants de notre génération, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas fait un tour, soit dans un commissariat, dans une gendarmerie, ou même à la DECIR à l'époque devenue maintenant le corps des CRS, ou à la police nationale. D'autres même ont été déportés à l'époque à Dori et tout ce qu'il y a dans certains camps militaires. N'en parlons pas, le cadre du RSP aussi, il y a beaucoup qui ont fait des séjours dangereux, difficiles. Donc c'est pour dire que la répression physique, nous l'avons vécue barbare.
Même il y en a qui ne pouvaient pas dormir chez eux. Oui, on dit que souvent il fallait rentrer en clandestinité. Mais oui, mais pour parfois... certains ténors que vous étiez, oui. Est-ce qu'il y a quelques anecdotes que vous pouvez nous raconter vous concernant? Oh, ben écoute, moi je ne peux pas compter le nombre de coups dans lesquels j'ai dormi. Hein. J'ai même un voisin taximan une fois qui a dû me conduire pour amener à la gare. J'ai dû dormir là-bas et au petit matin, il fallait changer de gare. En fait, il y a tellement de, vous étiez de choses à dire. Mais, ah oui, mais j'étais même pas le seul. C'est carrément toute une équipe qui était recherchée qu'il fallait anéantir parce que effectivement, le pouvoir public pensait qu'en anéantissant ceux-là qu'ils estiment être l'échantillon représentatif, ça suffit pour écraser le mouvement. Ce qui était également aussi une fausse lecture parce que le mouvement est très organisé. Donc on a vécu tout ça. Et donc je disais que la répression, elle a allé sur cette donne. Mais attention, la répression n'a pas été seulement d'ordre physique comme ça, comme je l'ai dit, parce que ça c'était pour nous faire peur et nous faire renoncer à la lutte, pour nous faire taire. Mais au-delà, il y a eu aussi les souffrances. Il y a eu la répression académique. Il ne faut pas se leurrer. En quoi cela consistait? D'un point de vue universitaire, mais beaucoup de camarades étaient réprimés et n'avaient pas droit à l'égalité des chances, par exemple par rapport à des bourses, par rapport même, on a vu des gens en qui on a refusé la bourse alors qu'ils étaient meilleurs. Mais parce qu'ils sont militants, on dit que ce type-là ne doit pas évoluer dans ce laboratoire. Pourtant, dans certains milieux, il semble qu'on cooptait certains ténors pour leur proposer d'aller à l'extérieur, pour casser la lutte. Au contraire, moi je dirais que c'est l'inverse que la majorité des gens. Pourquoi les gens se retrouvaient à l'extérieur? Ils n'avaient plus d'autres espaces à l'intérieur. Les bourses, ils sont déjà quadrillés et tout. Donc, il fallait compétir dans d'autres bourses internationales où il n'y a pas l'influence soit de l'autorité ou de certaines autorités qui doivent apprécier le dossier au niveau de l'instant. Sinon, vous n'allez jamais passer. Et généralement, c'est les bourses internationales qui étaient devenues la risée et la possibilité, l'espoir pour certains camarades. D'autres aussi, c'est par amitié interposée avec des amis où ils ont dû colmater, travailler dur, faire les cours à domicile, les cours pour pouvoir colmater et puis pouvoir s'acheter un billet d'avion. Vous voyez, pour pouvoir aller et puis se battre à l'extérieur parce qu'il n'y avait pas de garantie. Mais c'est-à-dire que nous avons traversé véritablement toutes les formes de combat, de résistance de la justice. C'est pourquoi pour nous, quand on parle de résistance, c'est pas maintenant. Rappelez-vous que déjà en avril 2000, avec la répression de la lutte devant la présidence, là, l'ancienne présidence maintenant, mais c'est la résistance active qui avait été lancée comme mot d'ordre. Et dans cette résistance active, il fallait que les gens rentrent en résistance. Donc c'est pas maintenant, c'était même un mot d'ordre en fait qui a été lancé. Au campus, c'était des moments chauds. Il y a eu aussi le clash aussi entre ces mouvements étudiantins. Comment se fait-il qu'au sein de la même université, des associations d'étudiants mènent une lutte parfois, s'attaquent entre-temps? On a vu les guerriers à une époque aussi. En fait, tout cela rentrait en fait dans le champ de combat dans lequel les étudiants, en fonction de leur niveau de maturité et tout, pouvaient être influencés par d'autres forces politiques, des groupuscules et autres, que nous appelions à l'époque de groupes anarchistes, c'est-à-dire qui ne sont pas aussi organisés que cela, mais qui pointaient dans le jeu et qui pouvaient utiliser des méthodes souvent à l'extrême, la violence. On a vu, hein, il y a eu des moments où, et facilement, le danger de ces groupes se sont attaqués. Oui, le danger de ces groupes, c'est qu'à un moment donné, n'importe quel mentor politique qui a de l'argent ou qui a des influences quelconques peut orienter ces groupes-là vers des militants ou vers une organisation pour la casser du militant en tant que tel. Parce que généralement, la répression policière, la répression militaire, à un moment donné, elle a ses limites. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On passe par d'autres groupes, d'où le développement de petites milices, de petits groupes de pression violents. Mais on était averti qu'il fallait faire attention à tous ces groupes-là. Et vous voyez les conditions d'étudiants à l'époque. Il y en a là, pour peu qu'il ait 20 000 ou 25 000 francs à l'époque, ou bien on les offre quelques bouteilles de whisky ou quoi, ils sont prêts à tout casser. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont tombés dans ce que j'appellerais dans une misère et ils ont rejoint une certaine classe définie par les Lénine, là, le lumpen prolétariat. C'est-à-dire que c'est ce que vous appelez les gâteaux. Oui, à l'époque, le mot est lâché. Voilà, je ne voulais pas dire le mot, mais vous le connaissez très bien. Ça veut dire c'est une petite couche de gens qui sont en deçà même de ceux qui sont en train de souffrir et donc de la sous-classe des prolétaires. Donc, ça devient des lumpen qu'on peut utiliser à tout moment. Ils sont prêts à tout parce que c'est une question de survie vraiment. Et donc, à un moment donné, nous avons dû taper du poing sur la table pour dire que stop. Parce que si cette violence-là devait évoluer comme cela, ça allait entraîner la disparition non seulement des structures, personne n'allait pouvoir militer,
ça allait être le règne de la terreur tout fait. Cela a amené la mort, vraiment le gouvernement à vouloir installer une police à l'intérieur du campus. Effectivement. Pour amener un peu la discipline. Cela aussi n'a pas été accepté à l'époque. Oui, mais c'était une fausse réponse. Et ça montre déjà justement que cette méthode-là a été suscitée déjà quelque part politiquement. Et que, comme ça a échoué, à la suite de l'invalidation de l'année, le 6 octobre 2000, et laquelle invalidation, lorsque ça se prononçait comme un coup d'État militaire, l'université est dissoute, le conseil de fac est dissous. C'était exactement comme un coup d'État. Et pendant ce temps, l'université était quadrillée de RSP et de militaires pour que personne ne vienne encore dans cet espace-là. Donc, à la suite justement de cette invalidation, il fallait trouver maintenant une autre forme beaucoup plus légale, organisée, institutionnalisée. C'est pourquoi on a proposé ce qu'ils ont appelé la PSU. La PSU qui est la police spéciale des universités. Donc, en réponse à une crise où les étudiants demandaient quoi? Amélioration de leurs conditions de vie, l'augmentation des espaces beaucoup plus pour pouvoir faire les cours, la bourse, l'aide, on leur propose une police spéciale des universités pour régenter. D'ailleurs, on a proposé d'abord autre chose, de dire que le système intramuros et extramuros, c'est-à-dire les que murs ont été refaits en béton armé, oui. armés dans les deux sens du terme, en fait. Donc, où maintenant, il y a ceux qui devaient pouvoir prendre les cours à l'intérieur de l'université assis dans les amphis et les autres devaient rester soit chez eux ou dans leur province pour prendre les cours par correspondance. On filtrait les entrées? Ben oui, mais écoute, pendant ce moment-là, la période, la phase transitoire là, bien sûr que les entrées étaient filtrées et chacun devait venir s'engager à s'inscrire en disant non, dorénavant, je ne vais plus en fait me retrouver voilà, dans de telles dispositions. En fait, c'était en réalité une forme de répression organisée. Et nous étions déjà au summum de l'autoritarisme, donc sinon même de l'autocratie, au sommet de l'État. C'était déjà visible. Vous voulez régenter des intellectuels et cela n'a pas passé. Oui. Aujourd'hui, nos campus ne sont pas si apaisés que cela et on remarque toujours que l'année académique a connu plusieurs problèmes dus au système LMD. Est-ce que cela aussi n'est pas tributaire de ces luttes qui ont duré depuis des années? Non, en fait, je crois que il y a eu de grandes recherches d'investigation des États généraux pour pouvoir sortir l'université de la crise, mais en réalité, jusqu'à preuve de contraire, la crise ne fait que s'enliser. Rappelez-vous, c'était déjà en 2011-12 où des autorités voulaient venir prononcer le blanchiment technique. Ça n'a pas été très facile. L'autorité a dû se retrouver parce que en face, des étudiants qui ont résisté, c'était devenu pratiquement une course-poursuite. C'est pour vous dire que les pressions, les conditions d'études, le niveau de paupérisation et le niveau de stress qui est développé à l'université crée un climat véritablement très dangereux. Et cela se poursuit encore aujourd'hui puisque le problème n'est pas résolu quand bien même il y a eu insurrection, quand bien même le monde universitaire, y compris les étudiants, attendaient qu'il y ait un dénouement parce qu'ils sont des partisans aussi d'une insurrection, donc ils voulaient une évolution. Rien. Au contraire, ce qui est là, comme système LMD, bon, c'est un modèle d'évaluation et de compétences qui est là aujourd'hui au niveau universitaire, mais qui demande quand même un certain nombre de conditions de réalisation. Or, nos universités ne sont pas aujourd'hui au diapason de ces conditions-là. Donc, forcément, ça va poser un problème. Donc, une réflexion doit être menée pour trouver un système, soit intermédiaire, hybride ou adapté, je dirais tropicalisé, en entendant peut-être, parce que cette même université-là, mais quand vous prenez le nombre d'étudiants aujourd'hui, vous prenez les années, l'évolution des années aujourd'hui, il y a beaucoup de chevauchements. Tout le monde sait qu'il y a beaucoup qui font 2 années pour faire 1 année, sinon même quelquefois plus. Alors, est-ce qu'une université, ça c'est un fonctionnement normal? Mais au-delà de ça, je crois que les États généraux ont mis l'accent sur beaucoup de choses qui n'ont pas été relevées. Ils ont décidé, par exemple, d'ouvrir plusieurs universités dans les régions pour essayer de déconcentrer un peu. Oui, même avant d'arriver à ça, je dirais que c'est un problème de gouvernance même d'abord. Voilà, parce que la gouvernance, ça veut dire quoi? La gestion de tout ce personnel, la gestion même des ressources de l'université pour pouvoir, et même jusqu'à la gestion, je dirais, financière et autres. Tout ça, c'est des questions qui sont posées. Moi, j'ai eu l'occasion de participer à un début d'enquête parlementaire qui devait aller sur l'université. Les premiers documents que nous avons reçus sur la gestion financière de l'université, mais
c'est catastrophique, c'est resté confidentiel. Sous la transition. Mais oui, parce qu'il y avait cette velléité des députés de voir clair dans des milieux comme ça, où à la limite c'est devenu une omerta, c'est-à-dire des milieux fermés. C'est pas normal. L'université, c'est pour la société. Ça doit être le lieu là où il y a le plus de transparence, là où il y a plus d'exemples. C'est le lieu qui ne doit jamais se perdre, même si toute la société se retrouve dans le décor. Parce que c'est l'intelligentsia qui Parce que c'est l'intelligentsia, c'est le chantier du savoir, c'est ce que nous disions. Parce que c'est la connaissance qui brasse l'univers et tout. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là, on ne serait pas un peu quand même modeste aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire ça? Je ne crois pas. David Mouyenga... Voilà. Et maintenant, sur la question des universités publiques, moi je vais vous dire, c'est bien d'avoir une politique dans ce sens. Mais je pense que... il ne suffit pas d'inciter à une prolifération seulement d'universités comme ça. Il y a des grandes questions à résoudre d'abord, avant des préalables. Par exemple, quel enseignant pour ces universités? Quels locaux? Il y a beaucoup d'universités qui sont créées sur le papier, où on nomme un chargé de mission qui est assis à Ouagadougou avec un véhicule certainement avec du carburant et bon, et peut-être qu'il doit aller construire l'université. Il n'est pas un chef de chantier. Un universitaire, il n'est pas fait pour ça. Il n'y a pas de locaux. C'est pas le seul cas. Et donc, il ne faut pas aussi aller exposer des milliers de jeunes dans une province donnée où on ne leur apprend pas des connaissances, où il n'y a pas le minimum. Ça, vous prenez des gens qui ouvrent une école de l'eau, le secteur que je connais le plus, où ils doivent mesurer des paramètres. S'il n'y a pas les appareillages, ils vont faire comment? Ces types-là vont sortir en même temps techniciens de l'eau ou ingénieurs en eau. Non, c'est très compliqué. Il y a encore du chemin. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Oui. Et je crois qu'il ne faut pas aller dans un schéma politicien qui consiste à avoir des cadres qu'on éparpille sur l'ensemble du territoire et puis se contenter. Quand on parle d'une université, il y a des critères, il y a des normes qu'il faut remplir. Il y a des conditions à remplir. Et ça, David Mouyenga, on va progresser dans le débat. Puis, entre-temps, ils ont perdu vos traces. Vous étiez en France, à Strasbourg, pour des études dans une école spécifique de génie de l'eau et de l'environnement. Vous êtes sorti ingénieur-chercheur. Nos pays souffrent pourtant de ces secteurs. Prenons par exemple un cas concret. À Ouagadougou, les 3 barrages souffrent depuis des années de la jacinthe d'eau. Chaque année, c'est le même spectacle désolant, des piroguiers qui luttent contre une herbe. On dirait qu'on manque de solutions. Et des chercheurs de votre acabit, pourtant, sont là. Qu'est-ce qui se passe? Non, écoutez, d'abord, je vais vous rafraîchir la mémoire. Certes, ce que vous dites, c'est juste. Moi, j'ai été au Zenda d'abord en tant qu'élève. Oui. Je suis sorti avec mon bac au Zenda, inscrit à l'université et j'ai sorti avec une maîtrise de biochimie, microbiologie appliquée. Et c'est à la suite d'une compétition internationale où je suis sorti vraiment, je dirais, distingué, que je me suis retrouvé dans cette école de l'eau et donc du génie de l'eau et de l'environnement, qui s'appelle l'INJS, l'École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg. C'est l'une des meilleures écoles de l'eau de l'Europe. J'étais admis et ça a été une très belle expérience scientifique pour moi. C'est là où j'ai compris que il y a université dans université, il y a formation dans formation. Je pense qu'on doit pouvoir faire mieux aussi dans nos pays en prenant ces voies-là. Ça, c'est vrai. Et bien sûr, je ne me suis pas limité là. J'ai fait une autre spécialisation qui s'intéresse au volet de la toxicologie, donc l'écotoxicologie, et qui a un lien ombilical entre la gestion de l'eau, notamment les côtés qualité, toxicologie, impact, avec effectivement l'écotox qui est la mesure, les études en fait des impacts des pollutions sur l'environnement, dont l'eau également. Alors, un peu polytechnicien maintenant dans ce sens. Oui. La question maintenant que vous me posez... Bien sûr, le cas concret de la jacinthe d'eau. Le cas concret de la jacinthe d'eau, c'est un cas de pollution dans les milieux aquatiques, tout simplement, dont l'origine, c'est l'impact, c'est-à-dire les rejets d'un certain nombre de produits qui peuvent arriver soit par la pluie ou par d'autres types de rejets d'eau, comme par exemple l'azote et le phosphore, ou la pollution agricole. Vous savez bien que c'est l'engrais qui est utilisé. Voilà. Et quand se retrouve au niveau des bas-fonds, donc des milieux où il y a de l'eau, les plants d'eau, mais ce type de plante, la plante prend par exemple les matières minérales, qui est l'azote et le phosphore, pour pouvoir se développer en faisant la photosynthèse. Donc, plus on pollue l'eau, qu'est-ce qui se passe? Plus ces plantes-là, ils vont tout simplement se développer avec l'impact du réacteur solaire, le soleil. Donc, ça entraîne une prolifération parce qu'il y a trop de nourriture dans l'eau. Donc, qu'est-ce que les plantes vont faire? Ils vont se développer. Et puis, ils couvrent complètement, effectivement, le plan d'eau. Ils empêchent la navigation. Ils empêchent que l'eau rentre.
Ils empêchent que les organismes qui sont là même puissent respirer parce qu'à la suite, donc ça gêne tout, ça devient une pollution qu'il faut. Et même pour les circuits de production d'eau potable, parce qu'on pompe l'eau dans les eaux de vos barrages ou des fleuves et autres là pour pouvoir envoyer dans une station de traitement. Mais s'il y a de la jacente d'eau, vous voyez que ça va gêner le traitement ou ça va augmenter considérablement le coût du traitement. Parce qu'il faut éliminer tout cela. Alors, donc, c'est un vrai problème. Pour le cas de Ouagadougou, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, pour le cas de Ouaga... Les 3 barrages... Pour les 3 barrages de Ouaga, non, c'est simple. Je crois que l'agence de l'eau même du Nakabe, d'un point de vue, je crois, organisationnel et administratif, dans la gestion des bassins, c'est organisé administrativement dans notre pays comme ça. Ils ont des actions qu'il faut Chaque année, on enlève les, soit faire herbes. Le fauchage. Mais ça reprend chaque année. On a l'impression qu'on tourne sur place. Ça, c'est ce que j'appelle... Ça, c'est dans l'urgence. On fait les fauchages et on monte des équipes qui vont se charger, en fait, si vous voulez, de lutter entre la vitesse de croissance des plantes et la vitesse de leur élimination. En fait, ça, c'est un procédé qui est utilisé. Mais ça ne suffit pas. Tant que la source et la cause de cette prolifération est toujours là, à savoir la contamination des plantes d'eau par tout simplement ces produits chimiques pesticides et qui sont des engrais. C'est ça le problème. Donc maintenant, ça veut dire quoi? Que nous devons veiller au traitement de nos eaux, que ce soit les eaux pluviales ou que ce soit les eaux de rejet de ville, avant qu'elles n'arrivent au niveau de leur source où elles sont utilisées, c'est-à-dire les eaux de surface qui sont utilisées par exemple pour d'autres usages. Donc il faut ce traitement. Mais ailleurs ça se fait. Vous prenez dans un pays, dans le système d'assainissement, il y a le réseau de collecte. L'eau de la ville ne sort pas comme ça. Quand elle sort, elle va dans une station d'épuration. Donc c'est une station de traitement de ces eaux qu'on va appeler eaux usées, eaux pluviales, eaux domestiques ou eaux industrielles. Il y a des eaux usées industrielles aussi. Donc on ne les rejette pas ipso facto dans la nature parce qu'on sait que c'est ce phénomène-là qui peut se passer. Et ce n'est pas que la prolifération des algues. Il y a d'autres formes de toxicité qui peuvent se passer dans l'eau et qui peuvent non seulement éliminer, faire disparaître, tuer l'extinction d'espèces de l'eau comme les poissons, ça va diminuer, ou leur transformation, mais aussi, attention, derrière il y a l'homme qui va quand même boire l'eau. Donc le problème de santé va se poser. Il y aura un problème de santé publique qui va se poser. Donc ça veut dire que ça demande qu'il y ait un plan de gestion carrément de ces eaux-là au niveau des eaux de surface, des eaux de ville, que la qualité, la surveillance qualité, c'est-à-dire les contrôles, nous permettent de voir le niveau de contamination, le degré de contamination, les périodes de contamination. Ça se fait. Ça, c'est un travail de jeunes ingénieurs en un rien de temps. Ils vous font cette étude, ils sortent les résultats et ils vous font une proposition de solution technique. Et dans ce cas, il y a plusieurs solutions, allant du plus pauvre, modeste, au plus, j'allais dire, high là, il y en a. Voilà. Et déjà, ce que les uns et les autres essayent de faire ici, dans la plupart des cas, on essaye de faire des berges et autres, mais ça règle le problème peut-être à quelque chose entre 40%, ça ne dépasse pas ça. Or, si la pollution est très élevée, si vous enlevez 40%, les 100 autres pourcents qui restent là, ça ne peut que faire en fait fonctionner le réacteur. Donc moi je pense qu'au-delà des fauchages périodiques là, il faut carrément un plan de contrôle, d'évacuation des eaux dans ces milieux-là pour éviter. Bon, de toute façon, c'est des cours que je fais tous les jours. Je crois que mes étudiants, s'ils m'écoutent là, ils savent que ce sont ces solutions techniques là que nous proposons parfois. Le débat aussi sur l'eau et l'environnement semble être relégué au second plan. Même les écolos se sont tus en dehors du débat sur la forêt de Koua qui avait eu un intérêt sur le plan national. Vous êtes parmi les initiés. Pourquoi on ne sent pas les gens sur ce sujet? Ailleurs, tout ce qui touche à l'environnement... C'est une question même d'abord d'éducation et de niveau d'instruction des gens. Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas d'où vient l'eau qui arrive au robinet. Ils ne savent pas comment ça se fait. Combien de gens savent ça? Est-ce que les gens savent que c'est les eaux de surface qui sont utilisées ou que est-ce qu'on va pointer dans la nappe pour amener de l'eau, retraiter un peu et puis pouvoir... Ils ne savent pas. Et ils ne savent pas que leur action en tant qu'homme, que notre mode de production, nos formes industrielles, tout ce qu'on développe comme activité qui a un impact sur l'environnement, ils ne savent pas que ça retombe sur nous-mêmes. Ils ne savent pas, par exemple, que l'activité minière qui est là, un pays qui, en moins de 15 à 20 ans, se retrouve avec 15 mines en fonctionnement, ouvertes un peu, donc on a creusé un peu partout, ils ne savent pas qu'il y a un impact, par exemple, sur toutes les nappes d'eau qui existent dans notre pays et que ça se répand et que c'est ça tout l'impact. Et donc, les gens ne savent pas que ces impacts-là, ça va retomber effectivement sur la consommation des personnes. Ce n'est pas pour faire peur, c'est des réalités hydrodynamiques qui sont connues. Et c'est ça qui pose le débat sur la question de l'écologie, de la qualité de l'eau et autres. Et la qualité de l'eau là,
c'est pas seulement la qualité dans l'eau de boisson et autres. Non, même les eaux naturelles, les eaux de surface, les eaux de barrage, des cours d'eau et autres là. Mais la question de leur qualité se pose. Parce que si vous les impactez, il n'y a pas d'autres sources d'eau. Ce sont ces sources-là. Or, il y a plusieurs pressions. La première pression, c'est le problème de la disponibilité. Lié à quoi? Si la pluviométrie n'est pas bonne, il n'y a pas assez d'eau. Nous n'avons pas assez de moyens de mobilisation de cette eau-là pour pouvoir tenir l'année et surtout multiplier les usages. Parce que les usages, c'est quoi? Il y a les usages pour la production d'eau potable. Il y a les usages agricoles. Il y a les usages, par exemple, pour l'industrie. Les mines utilisent l'eau. Toutes les grandes industries, le fer, ils utilisent l'eau. Et tous, ils puisent dedans. Donc, il y a une compétition entre la ville pour la consommation, l'industrie, le milieu agricole et bien sûr, quelquefois, s'il y a des eaux de baignade ou des eaux récréatives, ceux qui font des grands aquariums pour faire des compétitions comme vous le voyez ailleurs, il y a tout ça. Donc, ça veut dire que c'est le point nodal. Nous ne réalisons pas certainement l'impact que nous avons à travers nos activités sur tout ça. C'est pourquoi peut-être les débats jusque-là ne s'est pas joué. Mieux, les gens ne réalisent pas que l'apparition d'un certain nombre de maladies rares sont liées au fait que nos sources sont aujourd'hui là polluées par des types de polluants dont peut-être même jusque-là, les formulations chimiques ne sont pas très bien connues et que les process qui existent pour éliminer à travers les stations d'épuration, avant que ça arrive au niveau du robinet, ces process n'étaient pas adaptés pour l'élimination de cela. Donc ça veut dire qu'on est véritablement exposé. Et ça, à l'échelle d'un État, je dis souvent, ça vaut le travail de tout un ministère qu'il faut développer pour revoir la question effectivement de la qualité, la durabilité et les questions effectivement de santé publique. Monsieur Moyenga, nous malheureusement ne sommes plus par le temps. On va évoquer d'autres aspects. On vous retrouve au CNT, au compte de la société civile. Vous avez fait une autre expérience au niveau de l'Assemblée là-bas. Oui, le CNT, je dirais, c'est l'évolution normale de la situation politique nationale. Vous savez que c'est suite à l'insurrection qu'il a fallu dans un premier temps trouver la formule de l'équipe qui devrait diriger pendant cette période en attendant les élections. Et avant d'arriver au CNT, souvent les gens vont vite. Il a fallu d'abord écrire une charte de la transition. La transition, oui. Voilà, je suis membre quand même de la rédaction de cette charte avec bien sûr Ibriga, le professeur Loada, avec Rassablada Seydou Ouedraogo, avec attaqué par certains. Oui, bien de gens. Non, en fait, c'était des critiques, je crois, un peu de mal en point, parce que les gens viennent de perdre le pouvoir, il fallait utiliser tous les moyens. Sinon, c'est l'une des meilleures transitions politiques en Afrique jusque-là. Si quelqu'un en connaît à l'étape T d'une transition qui a abouti, qui n'a pas avorté et qui a pu sécréter autant d'éléments de réforme fondamentale, mais il peut venir exposer. Il n'y en a pas. Les gens, on n'est pas jaloux de notre propre œuvre politique. C'est vrai, elle n'était pas totalement parfaite parce que c'est quand même dans l'histoire, c'est la première fois qu'une transition survient au Burkina de cette manière-là. Donc forcément, il doit y avoir des imperfections. Mais par contre, l'élan de l'aspiration aux libertés, à la démocratie et autres là, ça s'est ressorti et ça s'est manifesté par quoi? Prenez la loi sur la répression de la corruption, délit d'apparence, déclaration des biens. C'est ça. Si c'est pas le CNT, personne ne pouvait l'adopter. Beaucoup disent aujourd'hui. Ça a été rejeté. Beaucoup de lois ont été votées, mais non appliquées. Par exemple, la fameuse loi. Le règlement du bail locatif. Oui. Avec tout ça. Le code minier, avec moi vous parlez d'environnement, le code minier, nous l'avons bien touché, j'étais dans la commission, le fonds de développement local, ainsi de suite, la rupture de la constitution avec le président du façon n'est plus président du conseil supérieur de la magistrature, tout ça, en fait, je crois que, je ne sais pas ce que les gens voulaient, c'était un très grand bon. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Ces lois ont dormi et sont en souffrance. Plus d'une centaine de lois votées. 108 lois votées. Est-ce que ça n'a pas été en une année? Mais au même moment. C'était une mission. On travaille jusqu'à 3 heures du matin. Les gens ne savaient pas qui était. Mais écoutez, au CNT, on travaille jusqu'à 3 heures du matin. Je suis en train de vouloir ressortir ça. Je laisse un peu l'émotion politique, comme on est toujours dans des batailles, les gens. Mais non, il n'y a pas un parlement qui était aussi représentatif que le CNT, qui était aussi intellectuel aussi, et avec des gens qui étaient des cadres, qui ont des connaissances très avancées. Il n'y en a pas depuis l'histoire du pays. Il faut faire une étude sociologique, reprenez, vous verrez, il n'y en a pas. Aujourd'hui, vous faites partie d'un comité de suivi de ces lois votées. Le comité de veille parlementaire. Quel est le constat aujourd'hui? Mais le constat, c'est que c'est amer. Réellement, il faut reconnaître, et c'est là où je suis d'accord, cette transition n'a pas pu aller jusqu'au bout
de mise en œuvre des différentes lois votées. Et ça aussi... Les 1 an n'étaient pas suffisants. Non, je pense que ce n'est pas suffisant. Moi, j'ai défendu cette position depuis. Et il y a beaucoup qui me rejoignent. Parce qu'au départ, les politiques qui étaient pressés d'aller aux élections, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tendu le piège politique habituel. Ouais, écoute, ces gars-là, il faut aller aux élections parce qu'ils veulent rester y avait la pression pour s'éterniser. Oui, mais la communauté internationale a toujours mis des pressions. N'oubliez pas même que la charte, même son écriture, la communauté internationale avait mis des pressions pour que certaines choses ne soient pas écrites dans la charte. Mais ça a été écrit. Ils voulaient qu'on dise non, c'est seulement uniquement pour faire des élections, mais rien d'autre. Nous avons dit non. Il y a plein de choses. Attendez, on ne suit pas tout de la communauté. Elle fait des propositions, mais j'avoue qu'on a résisté par rapport au coup d'État de septembre. Là. La communauté internationale avait une position. Est-ce que les Burkinabés ont respecté ça? Notamment la CEDEAO. Non. Donc ça veut dire qu'un pays aussi s'exprime, doit avoir sa spécificité et pouvoir faire face. Parce que c'est une question de vitalité. Donc, pour moi, le bémol là, effectivement, c'est que ces lois, dès que les élections ont eu lieu et que de nouvelles autorités sont venues, ces lois ont traîné. D'autres lois sont encore en souffrance. Et aujourd'hui, beaucoup de lois n'ont pas été mises en œuvre. Voilà, le fonds de développement local. Vous voyez partout dans les communes rurales ou dans les communes minières, il y a des problèmes. Donc, il n'y a pas que ça, le bail locatif, ça n'a jamais été mis en place, alors que on a voulu réglementer quelque chose parce qu'on sait que ça faisait partie les délits d'apparence. Les délits d'apparence. Il y a combien aujourd'hui qui ont déclaré les biens? Alors qu'il faut qu'ils déclarent. La loi est claire. Nous avons rechangé la mission de l'ASE, qui n'a plus seulement juste à faire des rapports, mais ces rapports ont valeur d'enquête et qui remis au procureur à l'obligation de poursuivre. Donc ceux qui se sont pas tenus doivent être choses. Et c'est ça. Maintenant, mais au moins, des outils ont été offerts à notre peuple, a été offert aux OSC, aux syndicats, aux partis politiques, à toutes les forces de progrès. Ils ont maintenant des bases juridiques et des outils aussi pour poursuivre la veille et le combat. J'étais content de voir que l'AJB, la dernière fois, en faisant la conférence sur le délit d'apparence et sur la déclaration des biens, ils ont mis la pression en disant que normalement, voilà les dossiers qui n'ont pas déclaré. Et voilà, c'est ça, il y a un outil, parce qu'il y a une base qui permet de s'appuyer déjà pour dire qu'il n'a pas déclaré ni dans les délais et ainsi de suite. Donc, pour moi, le travail, il reste à faire. Le travail qui reste à faire, aussi bien dans la veille, mais à la suite, je pense que je vous dirai, nous n'en sommes plus à la veille seulement. Après cette expérience d'OSC et de parlementaire, comme on dirait, vous décidez aussi de franchir le pas politique. Vous êtes membre d'un parti politique. Vous pensez que vous dites quelque part qu'il faut un renouvellement de la classe politique. Beaucoup estiment que c'est un rapport de force, hein, et cela ne devrait pas être donné aussi comme un cadeau à la jeunesse. Ben oui, cadeau qu'on n'a jamais eu d'ailleurs. Et même si c'est réclamé par des quotas. Non, ceux qui font ça, ils veulent faire des mathématiques avec ces questions, alors que nous, dans notre vision, dans notre combat, tout ce qu'on a vu en termes d'expérience là, aucun quota n'a été donné nulle part. Tout s'est arraché. Ça, c'est notre expérience. Même 1 centimètre de quoi que ce soit dans ce pays-là, on ne nous l'a jamais donné cadeau. Et donc, par exemple, l'insurrection, on ne nous l'a pas donné. Il y en a plein. Sur le campus, on ne nous a jamais rien donné. Et je vous ai dit toute la répression que nous avons subie pour obtenir quelquefois quelques avancées que nous-mêmes directement nous n'avons pas obtenues. Hein. Souvent, c'est les générations qui viennent juste après, c'est eux qui en bénéficient et nous en sommes fiers. Nous voulons seulement que les gens soient reconnaissants. C'est tout. Mais comment ce renouvellement va-t-il se faire si on voit parmi la jeunesse des gens qui s'alignent toujours derrière des camps? Oui. On appelle par exemple le retour de Blaise Compaoré. Non, oui. J'allais en arriver. Oui. Je n'ai pas oublié votre question. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons estimé que notre scène politique est composée de jeunes qui ont fait le combat entre au moins les 30 et les 40 ans. Et que la classe politique qui est là, c'est une vieille classe politique désuète, incapable aujourd'hui de faire de la création, l'invention politique, donc qui est dépassée et même qui a un grand passif, donc qui doit rendre compte. Et ils ont un passé même qui ne passe pas. Donc, pour nous, cette classe politique quarantenaire épuisée là doit pouvoir être mise de côté pour permettre un renouvellement de notre personnel politique. Maintenant, comment? Si les jeunes s'alignent toujours... voilà. Oui. Comment le retour de... Oui, ça c'est quelques jeunes. Parce que la jeunesse, elle est très, très, très homogène. Il n'y a que quelques jeunes qui pensent toujours ça. Mais aujourd'hui, là, l'insurrection a fait monter plusieurs choses. Regardez, observez quelque chose. Entre l'insurrection aujourd'hui, vous avez combien de jeunes partis politiques qui sont nés? Ça veut dire que le cap d'OSC, d'alerte, les jeunes ont dépassé ça pour maintenant prendre leurs responsabilités sur la scène politique. En se disant qu'on ne va pas toujours laisser la place à des gens que nous avons jugés aussi médiocres. Il faut le dire, le terme au vrai sens du terme. Hein. Et que si on doit laisser la scène parce que on ne veut pas se mêler,
où on ne veut pas se salir, mais il va avoir des recyclages que de la même qualité politique basse. Alors, il faut une nouvelle qualité. Et c'est la jeunesse qui doit rentrer en jeu. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'organiser. On ne renouvelle pas une classe politique comme ça. Avant le renouvellement de la classe politique, il faut d'abord que ce soit le renouvellement même des formations et des forces politiques. Et c'est pourquoi, vous avez remarqué ces dernières années, il y a combien de partis qui sont nés? Les gens disent qu'il y a beaucoup de partis politiques. Vous avez d'abord l'APP Burkindi qui est la nôtre, qui est positionnée en tant que parti composé d'un ensemble de camarades, de militants, de droits humains, de mouvements étudiants. C'est rare dans ce pays de voir, par exemple, ces gars-là prendre les responsabilités comme ça. Deuxièmement, vous avez l'OPA avec Farama Ambroise aussi. Le MPS qui vient de naître. Vous avez, voilà, MPS qui vient de naître. Il y a eu le MCR avec Taïrou Bari. Il y a eu d'autres partis comme, par exemple, je dirais, le PUR, et ainsi de suite, qui sont des partis qui sont dans une certaine, le NCC, qui sont dans une certaine dynamique politique, à l'opposé de la vieille, traditionnelle classe politique. Pourquoi ils ne sont pas allés là-bas? Pourquoi ces formations-là ne décident pas d'aller? Pourquoi ils ne décident même pas d'aller au pouvoir? Parce que quand même, avant, c'est qu'on sait, le mouvement se fait généralement en allant vers ceux qui ont le pouvoir. Mais aujourd'hui, le mouvement se fait dans le sens inverse. Ça doit tiquer les gens. Parce que toutes ces forces-là incarnent ce que je dirais, la rupture dans la pratique, c'est-à-dire dans ce que nous avons appelé la gouvernance vertueuse. L'exemplarité au sommet, c'est ce que les Burkinabés demandent. Et au-delà, le renouvellement de la classe politique, donc le renouvellement de notre personnel politique. Ces partis qui naissent là, ils sont caractérisés par cette aspiration. Combien de temps cela peut-il se faire? Mais vu que déjà, la bataille est déjà engagée, puisque toutes ces forces-là sont déjà organisées sur l'ensemble du territoire, dans un contexte où je dis, attention, les gens vont souvent vite en besoin. Personne ne fait une lecture claire. La scène politique n'est pas très lisible aujourd'hui. Prenons les vieux partis. Aujourd'hui, on parle de Baobab. Il n'y a plus de Baobab puisqu'ils sont tous en train de se déchiqueter. Vous prenez les CDP, ils sont en crise. Les MPP, lui, il est en crise depuis 2016, après les élections municipales, où pratiquement ils ont enflammé entre eux, dans les mairies, les communes. Et jusqu'à aujourd'hui, les MPP, après la disparition de son président, est toujours avec une présidence intérimaire et n'arrive même pas à faire un congrès. Mais ça, c'est des choses qu'il faut observer. Et mieux, quand ils essaient de mener une activité, regardez. Aujourd'hui, là, prenez le régime politique qui est au pouvoir. Non, normalement, les MPP devraient être majoritaires et ses alliés. Est-ce qu'on comprend quelle est la nature du régime politique? Mais vous croyez que 2020... Il y a une incohérence totale 2020 sur la scène pourrait politique. être la date... Mais oui, mais c'est ce que nous disons. Pour la jeunesse... 2020, c'est un grand tournant politique qui est là après l'insurrection populaire. C'est-à-dire que l'élection a eu lieu. La force d'avant-garde politique qui devait prendre la tête du pays et puis répondre à l'aspiration, cette force-là n'était pas organisée, n'était pas présente, nous pensons. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, il lui fallut trouver la solution et compenser, pour ne pas dire compenser un peu ce vide-là. Et là, aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. Comment concrètement cela peut-il, si les gens partent de façon disparate? Ah, voilà déjà que vous-même vous sortez déjà la solution. Si vous dites de façon disparate, peut-être que vous proposez... Il y a plusieurs partis, jeunes partis qui sont là, oui. Ça veut dire que... Rien veut être là. Rien n'est fermé. Ça veut dire que dans la dynamique politique actuelle, ces forces qui sont en train de se créer là peuvent se retrouver. Et je crois que la tendance même est déjà à ce niveau. C'est comme au niveau des OSC. On avait dit l'ONAO, les OSC sont morts, il n'y a plus rien, c'est fini. Mais on a vu quand l'UAP est sorti, ce n'est pas passé inaperçu. Donc, c'est comme ça que les choses vont se passer au niveau du front politique également. Et ça, c'est pas à moi de le dire. Il faut laisser les acteurs politiques faire, on verra bien. David Moyenga, malheureusement, nous sommes pris par le temps. Nous allons vous dire merci d'être passé dans nos studios. Ok, merci beaucoup. C'était avec un grand plaisir. En toute vérité, un grand entretien de Radio Burkina avec un invité spécial tous les samedis et rediffusé les dimanches. Entretien réalisé par Charles Kendrebeogo. En toute vérité, un grand entretien de Radio Burkina avec un invité spécial tous les samedis et rediffusé les dimanches. Entretien réalisé par Charles Kendrebeogo.
Mesdames, Messieurs, bonjour. En toute vérité, je reçois pour vous David Moyenga, acteur politique burkinabé, universitaire et ancien député au CNT. Bonjour, Monsieur Moyenga. Oui, bonjour Charles. Vous êtes aguerri dans les luttes. Ceux qui vous connaissent déjà à l'université de Ouagadougou, vous avez fait vos armes au sein de l'ANEP. C'était au temps fort des luttes estudiantines. Oui, tout à fait. J'avoue que ça a été une belle expérience dans le combat de la jeunesse à laquelle nous nous sommes retrouvés à la pointe. Et surtout dans un contexte de tournant historique quand même de notre peuple, parce qu'on s'en souvient, les grandes luttes, la lutte de 98 suite à l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, qui s'est développée jusqu'à celle de 99-2000 qui a conduit à l'invalidation de l'année académique et bien entendu de toute la résistance qui s'est développée autour pendant plus de 8 mois de résistance. Donc vous comprenez que des produits qui sortent de ces combats, qui ont été aux avant-postes de combat au sein de l'AESO, au sein de l'UGEB avec l'ANEB, qui est quand même l'une des structures combatives la plus populaire quand même de la jeunesse estudiantine au Burkina, et même dans la sous-région, et également d'autres structures un peu extra-académiques. Dès notre sortie, il y a eu l'ODJ. L'ODJ qui est là oui, actuellement. qui est toujours là, écoute, c'est une suite logique des choses. Ouais. À sa création. Parce qu'il fallait aussi intéresser d'autres jeunes en dehors de scènes scolaires et estudiantines. Et même au-delà. Après l'ODJ, il y a eu d'autres combats qui se sont menés, développés au pays. Et même, je dirais, peut-être ça va vous étonner, c'est la première fois que je l'ai dit, membre fondateur du ballet citoyen également. Ah oui? Ah ben oui, donc ça veut dire que vous comprenez que nous sommes une jeunesse militante, une jeunesse de combat et une jeunesse, je dirais, d'alternative maintenant et une jeunesse d'espoir. Est-ce qu'on peut dire que tout cela s'est préparé à partir du campus? Ben oui, en grande partie parce que je crois que ce qui est en train de se dessiner très clairement, la photo des combats qui ont été menés antérieurement ces 20-30 dernières années, où il y a eu beaucoup de grands événements et grands tournants jusqu'à l'insurrection populaire, qui n'était pas non plus, je dirais, un hasard heureux. C'est pas une génération spontanée. Donc ça n'a pas été spontané. Donc aujourd'hui, à moins qu'on veuille faire la force à une certaine jeunesse, ce qui va être difficile parce qu'elle est là, et je crois qu'il y a une jeunesse de relève dans ce pays-là qui est là, qui doit être organisée et qui doit en fait se mettre à la place aujourd'hui des responsabilités les plus hautes et des défis les plus élevés pour notre pays, mais qui est à la croisée de presque tous les chemins encore aujourd'hui après l'insurrection populaire. Donc vous comprenez que notre combat est allé de façon gradative depuis association et ainsi de suite, société civile. J'imagine qu'on va y revenir. On va y revenir, mais à l'époque, à l'université. Et ainsi de suite, on y est là. Oui, voilà, à l'époque, à l'université, c'était des grandes répressions, des mouvements durs conduits par l'ANEB qui ont débouché, comme vous l'avez dit, à une année blanche. Est-ce que, avec le recul, ça a été un succès? Ah oui, il n'y a aucun combat qui peut se mener sans sacrifice. Et c'est l'esprit de sacrifice de notre génération comme ça. Il fallait passer par cette année blanche. Mais c'est même pas qu'on a voulu passer. On a voulu faire bouger les lignes. Et l'adversaire politique en place, sinon le système politique en place, a tout simplement, devant l'incapacité, j'allais dire, de répondre, sinon de pouvoir dompter cette jeunesse comme on la voulait là, ils ont opposé une répression, je dirais, barbare, physique. Beaucoup d'étudiants de notre génération, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas fait un tour, soit dans un commissariat, dans une gendarmerie, ou même à la DECIR à l'époque devenue maintenant le corps des CRS, ou à la police nationale. D'autres même ont été déportés à l'époque à Dori et tout ce qu'il y a dans certains camps militaires. N'en parlons pas, le cadre du RSP aussi, il y a beaucoup qui ont fait des séjours dangereux, difficiles. Donc c'est pour dire que la répression physique, nous l'avons vécu barbare. Même il y en a qui ne pouvaient pas dormir chez eux. Oui, on dit que souvent il fallait rentrer en clandestinité. Mais oui, mais pour parfois... certains ténors que vous étiez, oui. Est-ce qu'il y a quelques anecdotes que vous pouvez nous raconter vous concernant? Oh, ben écoute, moi je ne peux pas compter le nombre de coups dans lesquels j'ai dormi. J'ai même un voisin taximan une fois qui a dû me conduire pour amener à la gare. J'ai dû dormir là-bas et au petit matin, il fallait changer de gare. En fait, il y a tellement de, vous étiez de choses à dire. Mais, ah oui, mais j'étais même pas le seul. C'est carrément toute une équipe qui était recherchée qu'il fallait anéantir parce que effectivement, le pouvoir public pensait qu'en anéantissant ceux-là qu'ils estiment être l'échantillon représentatif
ça suffit pour écraser le mouvement. Ce qui était également aussi une fausse lecture, parce que le mouvement est très organisé. Donc, on a vécu tout ça. Et donc, je disais que la répression, elle est allée sur cette donne. Mais attention, la répression n'a pas été seulement d'ordre physique comme ça, comme je l'ai dit, parce que ça, c'était pour nous faire peur et nous faire renoncer à la lutte, pour nous faire taire. Mais au-delà, il y a eu aussi les souffrances. Il y a eu la répression académique. Il ne faut pas se leurrer. Hein. En quoi cela consistait? D'un point de vue universitaire, mais beaucoup de camarades étaient réprimés et n'avaient pas droit à l'égalité des chances, par exemple par rapport à des bourses, par rapport même, on a vu des gens en qui on a refusé la bourse alors qu'ils étaient meilleurs. Mais parce qu'ils sont militants, on dit que ce type-là ne doit pas évoluer dans ce laboratoire. Pourtant, dans certains milieux, il semble qu'on cooptait certains ténors pour leur proposer d'aller à l'extérieur, pour casser la lutte. Au contraire, moi je dirais que c'est l'inverse que la majorité des gens. Pourquoi les gens se retrouvaient à l'extérieur? Ils n'avaient plus d'autres espaces à l'intérieur. Les bourses, ils sont déjà quadrillés et tout. Donc, il fallait compétir dans d'autres bourses internationales où il n'y a pas l'influence soit de l'autorité ou de certaines autorités qui doivent apprécier le dossier au niveau de l'instant. Sinon, vous n'allez jamais passer. Et généralement, c'est les bourses internationales qui étaient devenues la risée et la possibilité, l'espoir pour certains camarades. D'autres aussi, c'est par amitié interposée avec des amis où ils ont dû colmater, travailler dur, faire les cours à domicile, les cours pour pouvoir colmater et puis pouvoir s'acheter un billet d'avion. Vous voyez, pour pouvoir aller et puis se battre à l'extérieur parce qu'il n'y avait pas de garantie. Mais c'est-à-dire que nous avons traversé véritablement toutes les formes de combat, de résistance de la justice. C'est pourquoi pour nous, quand on parle de résistance, c'est pas maintenant. Rappelez-vous que déjà en avril 2000, avec la répression de la lutte devant la présidence, là, l'ancienne présidence maintenant, mais c'est la résistance active qui avait été lancée comme mot d'ordre. Et dans cette résistance active, il fallait que les gens rentrent en résistance. Donc c'est pas maintenant, c'était même un mot d'ordre en fait qui a été lancé. Au campus, c'était des moments chauds. Il y a eu aussi le clash aussi entre ces mouvements étudiantins. Comment se fait-il qu'au sein de la même université, des associations d'étudiants mènent une lutte parfois, s'attaquent entre-temps? On a vu les guerriers à une époque aussi. En fait, tout cela rentrait en fait dans le champ de combat dans lequel les étudiants, en fonction de leur niveau de maturité et tout, pouvaient être influencés par d'autres forces politiques, des groupuscules et autres, que nous appelions à l'époque de groupes anarchistes, c'est-à-dire qui ne sont pas aussi organisés que cela, mais qui pointaient dans le jeu et qui pouvaient utiliser des méthodes souvent à l'extrême, la violence. On a vu, hein, il y a eu des moments où, et facilement, le danger de ces groupes se sont attaqués. Oui, le danger de ces groupes, c'est qu'à un moment donné, n'importe quel mentor politique qui a de l'argent ou qui a des influences quelconques peut orienter ces groupes-là vers des militants ou vers une organisation pour la casser du militant en tant que tel. Parce que généralement, la répression policière, la répression militaire, à un moment donné, elle a ses limites. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On passe par d'autres groupes, d'où le développement de petites milices, de petits groupes de pression violents. Mais on était averti qu'il fallait faire attention à tous ces groupes-là. Et vous voyez les conditions d'étudiants à l'époque. Il y en a là. Pour peu qu'il ait 20 000 ou 25 000 francs à l'époque, ou bien on les offre quelques bouteilles de whisky ou quoi, ils sont prêts à tout casser. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont tombés dans ce que j'appellerais dans une misère et ils ont rejoint une certaine classe définie par les Lénine, là, le lumpen prolétariat. C'est-à-dire que c'est ce que vous appelez les gâteaux. Oui, à l'époque, c'est ça. le mot est lâché. Voilà, je ne voulais pas dire le mot, mais vous le connaissez très bien. Ça veut dire c'est une petite couche de gens qui sont en deçà même de ceux qui sont en train de souffrir et donc de la sous-classe des prolétaires. Donc, ça devient des lumpen qu'on peut utiliser à tout moment. Ils sont prêts à tout parce que c'est une question de survie vraiment. Et donc, à un moment donné, nous avons dû taper du poing sur la table pour dire que stop. Parce que si cette violence-là devait évoluer comme cela, ça allait entraîner la disparition non seulement des structures, personne n'allait pouvoir militer. Ça allait être le règne de la terreur tout fait. Cela a amené la mort, vraiment le gouvernement à vouloir installer une police à l'intérieur du campus. Effectivement. Pour amener un peu la discipline. Cela aussi n'a pas été accepté à l'époque. Oui, mais c'était une fausse réponse. Et ça montre déjà justement que cette méthode-là a été suscitée déjà quelque part politiquement.
Et que, comme ça a échoué, à la suite de l'invalidation de l'année, le 6 octobre 2000, et laquelle invalidation, lorsque ça se prononçait comme un coup d'État militaire, l'université est dissoute. Le conseil de fac est dissous. C'était exactement comme un coup d'État. Et pendant ce temps, l'université était quadrillée de RSP et de militaires pour que personne ne vienne encore dans cet espace-là. Donc, à la suite justement de cette invalidation, il fallait trouver maintenant une autre forme beaucoup plus légale, organisée, institutionnalisée. C'est pourquoi on a proposé ce qu'ils ont appelé la PSU. La PSU qui est la police spéciale des universités. Donc, en réponse à une crise où les étudiants demandaient quoi? Amélioration de leurs conditions de vie, l'augmentation des espaces beaucoup plus pour pouvoir faire les cours, la bourse, l'aide, on leur propose une police spéciale des universités pour régenter. D'ailleurs, on a proposé d'abord autre chose, de dire que le système intramuros et extramuros, c'est-à-dire les que murs ont été refaits en béton armé, oui. Armés dans les deux sens du terme, en fait. Donc, où maintenant, il y a ceux qui devaient pouvoir prendre les cours à l'intérieur de l'université assis dans les amphis et les autres devaient rester soit chez eux ou dans leur province pour prendre les cours par correspondance. On filtrait les entrées? Ben oui, mais écoute, pendant ce moment-là, la période, la phase transitoire là, bien sûr que les entrées étaient filtrées et chacun devait venir s'engager à s'inscrire en disant non, dorénavant, je ne vais plus en fait me retrouver voilà, dans de telles dispositions. En fait, c'était en réalité une forme de répression organisée. Et nous étions déjà au summum de l'autoritarisme, donc sinon même de l'autocratie, au sommet de l'État. C'était déjà visible. Vous voulez régenter des intellectuels et cela n'a pas passé. Oui. Aujourd'hui, nos campus ne sont pas si apaisés que cela et on remarque toujours que l'année académique a connu plusieurs problèmes dus au système LMD. Est-ce que cela aussi n'est pas tributaire de ces luttes qui ont duré depuis des années? Non, en fait, je crois que il y a eu de grandes recherches d'investigation des États généraux pour pouvoir sortir l'université de la crise, mais en réalité, jusqu'à preuve de contraire, la crise ne fait que s'enliser. Rappelez-vous, c'était déjà en 2011-12 où des autorités voulaient venir prononcer le blanchiment technique. Ça n'a pas été très facile. L'autorité a dû se retrouver parce que en face, des étudiants qui ont résisté, c'était devenu pratiquement une course-poursuite. C'est pour vous dire que les pressions, les conditions d'études, le niveau de paupérisation et le niveau de stress qui est développé à l'université crée un climat véritablement très dangereux. Et cela se poursuit encore aujourd'hui puisque le problème n'est pas résolu quand bien même il y a eu insurrection, quand bien même le monde universitaire, y compris les étudiants, attendaient qu'il y ait un dénouement parce qu'ils sont des partisans aussi d'une insurrection, donc ils voulaient une évolution. Rien. Au contraire, ce qui est là, comme système LMD, bon, c'est un modèle d'évaluation et de compétences qui est là aujourd'hui au niveau universitaire, mais qui demande quand même un certain nombre de conditions de réalisation. Or, nos universités ne sont pas aujourd'hui au diapason de ces conditions-là. Donc, forcément, ça va poser un problème. Donc, une réflexion doit être menée pour trouver un système soit intermédiaire, hybride ou adapté, je dirais tropicalisé, en entendant peut-être, parce que cette même université-là, mais quand vous prenez le nombre d'étudiants aujourd'hui, vous prenez les années, l'évolution des années aujourd'hui, il y a beaucoup de chevauchements. Tout le monde sait qu'il y a beaucoup qui font 2 années pour faire 1 année, sinon même quelquefois plus. Alors, est-ce qu'une université, ça c'est un fonctionnement normal? Mais au-delà de ça, je crois que les États généraux ont mis l'accent sur beaucoup de choses qui n'ont pas été relevées. Ils ont décidé, par exemple, d'ouvrir plusieurs universités dans les régions pour essayer de déconcentrer un peu. Oui, même avant d'arriver à ça, je dirais que c'est un problème de gouvernance même d'abord. Voilà, parce que la gouvernance, ça veut dire quoi? La gestion de tout ce personnel, la gestion même des ressources de l'université pour pouvoir, et même jusqu'à la gestion, je dirais, financière et autres. Tout ça, c'est des questions qui sont posées. Moi, j'ai eu l'occasion de participer à un début d'enquête parlementaire qui devait aller sur l'université. Les premiers documents que nous avons reçus sur la gestion financière de l'université, mais c'est catastrophique, c'est resté confidentiel. Sous la transition? Mais oui, parce qu'il y avait cette velléité des députés de voir clair dans des milieux comme ça, où à la limite c'est devenu une omerta, c'est-à-dire des milieux fermés. C'est pas normal. L'université, c'est pour la société. Ça doit être le lieu là où il y a le plus de transparence,
là où il y a plus d'exemples. C'est le lieu qui ne doit jamais se perdre, même si toute la société se retrouve dans le décor. Parce que c'est l'intelligentsia qui Parce que c'est l'intelligence, c'est le chantier du savoir, c'est ce que nous disions. Parce que c'est la connaissance qui brasse l'univers et tout. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là, on ne serait pas un peu quand même modeste aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire ça? Je ne crois pas. David Mouyenga... Voilà. Et maintenant, sur la question des universités publiques, moi je vais vous dire, c'est bien d'avoir une politique dans ce sens. Mais je pense que il ne suffit pas d'inciter à une prolifération seulement d'universités comme ça. Il y a des grandes questions à résoudre d'abord, avant des préalables. Par exemple, quel enseignant pour ces universités? Quels locaux? Il y a beaucoup d'universités qui sont créées sur le papier, où on nomme un chargé de mission qui est assis à Ouagadougou avec un véhicule certainement avec du carburant et bon, et peut-être qu'il doit aller construire l'université. Il n'est pas un chef de chantier. Un universitaire, il n'est pas fait pour ça. Il n'y a pas de locaux. C'est pas le seul cas. Et donc, il ne faut pas aussi aller exposer des milliers de jeunes dans une province donnée où on ne leur apprend pas des connaissances, où il n'y a pas le minimum. Si vous prenez des gens qui ouvrent une école de l'eau, le secteur que je connais le plus, où ils doivent mesurer des paramètres, s'il n'y a pas les appareillages, ils vont faire comment? Ces types-là vont sortir en même temps techniciens de l'eau ou ingénieurs en eau. Non, c'est très compliqué. Il y a encore du chemin. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Oui. Et je crois qu'il ne faut pas aller dans un schéma politicien qui consiste à avoir des cadres qu'on éparpille sur l'ensemble du territoire et puis se contenter. Quand on parle d'une université, il y a des critères, il y a des normes qu'il faut remplir. Il y a des conditions à remplir. Et ça, David Mouyenga, on va progresser dans le débat. Puis, entre-temps, ils ont perdu vos traces. Vous étiez en France, à Strasbourg, pour des études dans une école spécifique de génie de l'eau et de l'environnement. Vous êtes sorti ingénieur-chercheur. Nos pays souffrent pourtant de ce secteur. Prenons par exemple un cas concret. À Ouagadougou, les 3 barrages souffrent depuis des années de la jacinthe d'eau. Chaque année, c'est le même spectacle désolant, des piroguiers qui luttent contre une herbe. On dirait qu'on manque de solutions. Et des chercheurs de votre acabit, pourtant, sont là. Qu'est-ce qui se passe? Non, écoutez, d'abord, je vais vous rafraîchir la mémoire. Certes, ce que vous dites, c'est juste. Moi, j'ai été au Zenda d'abord en tant qu'élève. Oui. J'ai sorti avec mon bac au Zenda, inscrit à l'université et j'ai sorti avec une maîtrise de biochimie, microbiologie appliquée. Et c'est à la suite d'une compétition internationale où je suis sorti vraiment, je dirais, distingué, que je me suis retrouvé dans cette école de l'eau et donc du génie de l'eau et de l'environnement, qui s'appelle l'INJS, l'École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg. C'est l'une des meilleures écoles de l'eau de l'Europe. J'étais admis et ça a été une très belle expérience scientifique pour moi. C'est là où j'ai compris que il y a université dans université, il y a formation dans formation. Je pense qu'on doit pouvoir faire mieux aussi dans nos pays en prenant ces voies-là. Ça, c'est vrai. Et bien sûr, je ne me suis pas limité là. J'ai fait une autre spécialisation qui s'intéresse au volet de la toxicologie, donc l'écotoxicologie, et qui a un lien ombilical entre la gestion de l'eau, notamment les côtés qualité, toxicologie, impact, avec effectivement l'écotox qui est la mesure, les études en fait des impacts des pollutions sur l'environnement, dont l'eau également. Alors, un peu polytechnicien maintenant dans ce sens. Oui. La question maintenant que vous me posez... Donc, bien sûr, le cas concret de la jacinthe d'eau. Le cas concret de la jacinthe d'eau, c'est un cas de pollution dans les milieux aquatiques, tout simplement, dont l'origine, c'est l'impact, c'est-à-dire les rejets d'un certain nombre de produits qui peuvent arriver soit par la pluie ou par d'autres types de rejets d'eau, comme par exemple l'azote et le phosphore, ou la pollution agricole. Vous savez bien que c'est l'engrais qui est utilisé. Voilà. Et quand se retrouve au niveau des bas-fonds, donc des milieux où il y a de l'eau, les plants d'eau, mais ce type de plante, la plante prend par exemple les matières minérales, qui est l'azote et le phosphore, pour pouvoir se développer en faisant la photosynthèse. Donc, plus on pollue l'eau, qu'est-ce qui se passe? Plus ces plantes-là, ils vont tout simplement se développer avec l'impact du réacteur solaire, le soleil. Donc, ça entraîne une prolifération parce qu'il y a trop de nourriture dans l'eau. Donc, qu'est-ce que les plantes vont faire? Elles vont se développer. Et puis, ils couvrent complètement, effectivement, le plan d'eau. Ils empêchent la navigation. Ils empêchent que l'eau rentre. Ils empêchent que les organismes qui sont là même puissent respirer parce qu'à la suite, donc, ça gêne tout. Ça devient une pollution qu'il faut. Et même pour les circuits de production d'eau potable. Parce qu'on pompe l'eau dans les eaux de vos barrages ou des fleuves et autres là pour pouvoir envoyer dans une station de traitement.
Mais s'il y a de la jacinthe d'eau, vous voyez que ça va gêner le traitement ou ça va augmenter considérablement le coût du traitement. Parce qu'il faut éliminer tout cela. Alors, donc, c'est un vrai problème. Pour le cas de Ouagadougou, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, pour le cas de Ouaga, les 3 barrages. Pour les 3 barrages de Ouaga, non, c'est simple. Je crois que l'agence de l'eau même du Nakabe, d'un point de vue, je crois, organisationnel et administratif, dans la gestion des bassins, c'est organisé administrativement dans notre pays comme ça. Ils ont des actions qu'il faut Chaque année, on enlève les, soit faire les herbes. Le fauchage. Mais ça reprend chaque année. On a Bien l'impression sûr. qu'on tourne sur place. Ça, c'est ce que j'appelle, ça c'est dans l'urgence, on fait les fauchages et on monte des équipes qui vont se charger, en fait, si vous voulez, de lutter entre la vitesse de croissance des plantes et la vitesse de leur élimination. En fait, ça c'est un procédé qui est utilisé. Mais ça ne suffit pas. Tant que la source et la cause de cette prolifération est toujours là, à savoir la contamination des plantes d'eau par tout simplement ces produits chimiques pesticides et qui sont des engrais. C'est ça le problème. Donc maintenant, ça veut dire quoi? Que nous devons veiller au traitement de nos eaux, que ce soit les eaux pluviales ou que ce soit les eaux de rejet de ville, avant qu'elles n'arrivent au niveau de leur source où elles sont utilisées, c'est-à-dire les eaux de surface qui sont utilisées par exemple pour d'autres usages. Donc il faut ce traitement. Mais ailleurs ça se fait. Vous prenez dans un pays, dans le système d'assainissement, il y a le réseau de collecte. L'eau de la ville ne sort pas comme ça. Quand elle sort, elle va dans une station d'épuration. Donc c'est une station de traitement de ces eaux qu'on va appeler eaux usées, eaux pluviales, eaux domestiques ou eaux industrielles. Il y a des eaux usées industrielles aussi. Donc on ne les rejette pas ipso facto dans la nature parce qu'on sait que c'est ce phénomène-là qui peut se passer. Et ce n'est pas que la prolifération des algues. Il y a d'autres formes de toxicité qui peuvent se passer dans l'eau et qui peuvent non seulement éliminer, faire disparaître, tuer l'extinction d'espèces de l'eau comme les poissons, et ça va diminuer, ou leur transformation, mais aussi, attention, derrière il y a l'homme qui va quand même boire l'eau. Donc le problème de santé va se poser. Il y aura un problème de santé publique qui va se poser. Donc ça veut dire que ça demande qu'il y ait un plan de gestion carrément de ces eaux-là au niveau des eaux de surface, des eaux de ville, que la qualité, la surveillance qualité, c'est-à-dire les contrôles, nous permettent de voir le niveau de contamination, le degré de contamination, les périodes de contamination. Ça se fait. Ça, c'est un travail de jeunes ingénieurs en un rien de temps. Ils vous font cette étude, ils sortent les résultats et ils vous font une proposition de solution technique. Et dans ce cas, il y a plusieurs solutions, allant du plus pauvre, modeste, au plus, j'allais dire, voilà, high là, il y en a. Voilà. Et déjà, ce que les uns et les autres essayent de faire ici, dans la plupart des cas, bon, on essaye de faire des berges et autres, mais ça règle le problème à peut-être à quelque chose entre 40%, ça ne dépasse pas ça. Or, si la pollution est très élevée, si vous enlevez 40%, les 100 autres pourcents qui restent là, ça ne peut que faire en fait fonctionner le réacteur. Donc moi je pense qu'au-delà des fauchages périodiques là, il faut carrément un plan de contrôle, d'évacuation des eaux dans ces milieux-là pour éviter. Bon, de toute façon, c'est des cours que je fais tous les jours. Je crois que mes étudiants, s'ils m'écoutent là, ils savent que ce sont ces solutions techniques là que nous proposons parfois. Le débat aussi sur l'eau et l'environnement semble être relégué au second plan. Même les écolos se sont tus en dehors du débat sur la forêt de Koua qui avait eu un intérêt sur le plan national. Vous êtes parmi les initiés. Pourquoi on ne sent pas les gens sur ces sujets? Ailleurs, tout ce qui touche à l'environnement. C'est une question même d'abord d'éducation et de niveau d'instruction des gens. Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas d'où vient l'eau qui arrive au robinet. Ils ne savent pas comment ça se fait. Combien de gens savent ça? Est-ce que les gens savent que c'est les eaux de surface qui sont utilisées ou que est-ce qu'on va pointer dans la nappe pour amener de l'eau, retraiter un peu et puis pouvoir... Ils ne savent pas. Et ils ne savent pas que leur action en tant qu'homme, que notre mode de production, nos formes industrielles, tout ce qu'on développe comme activité qui a un impact sur l'environnement, ils ne savent pas que ça retombe sur nous-mêmes. Ils ne savent pas, par exemple, que l'activité minière qui est là, un pays... qui en moins de 15 à 20 ans se retrouve avec 15 mines en fonctionnement ouvertes un peu, donc on a creusé un peu partout. Ils ne savent pas qu'il y a un impact, par exemple, sur toutes les nappes d'eau qui existent dans notre pays et que ça se répand et que c'est ça tout l'impact. Et donc, les gens ne savent pas que ces impacts-là, ça va retomber effectivement sur la consommation des personnes. Ce n'est pas pour faire peur, c'est des réalités hydrodynamiques qui sont connues. Et c'est ça qui pose le débat sur la question de l'écologie, de la qualité de l'eau et autres. Et la qualité de l'eau là, c'est pas seulement la qualité dans l'eau de boisson et autres. Non, même les eaux naturelles, les eaux de surface, les eaux de barrage, des cours d'eau et autres là. Mais la question de leur qualité se pose. Parce que si vous les impactez, il n'y a pas d'autres sources d'eau. Ce sont ces sources-là.
Or, il y a plusieurs pressions. La première pression, c'est le problème de la disponibilité. Lié à quoi? Si la pluviométrie n'est pas bonne, il n'y a pas assez d'eau. Nous n'avons pas assez de moyens de mobilisation de cette eau-là pour pouvoir tenir l'année et surtout multiplier les usages. Parce que les usages, c'est quoi? Il y a les usages pour la production d'eau potable. Il y a les usages agricoles. Il y a les usages, par exemple, pour l'industrie. Les mines utilisent l'eau. Toutes les grandes industries, le fer, ils utilisent l'eau. Et tous, ils puisent dedans. Donc, il y a une compétition entre la ville pour la consommation, l'industrie, le milieu agricole. Et bien sûr, quelquefois, s'il y a des eaux de baignade ou des eaux récréatives, ceux qui font des grands aquariums pour faire des compétitions comme vous le voyez ailleurs, il y a tout ça. Donc, ça veut dire que c'est le point nodal. Nous ne réalisons pas certainement l'impact que nous avons à travers nos activités sur tout ça. C'est pourquoi peut-être les débats jusque-là ne sont pas chose. Mieux, les gens ne réalisent pas que l'apparition d'un certain nombre de maladies rares sont liées au fait que nos sources sont aujourd'hui là polluées par des types de polluants dont peut-être même jusque-là, les formulations chimiques ne sont pas très bien connues et que les process qui existent pour éliminer à travers les stations d'épuration, avant que ça arrive au niveau du robinet, ces process n'étaient pas adaptés pour l'élimination de cela. Donc ça veut dire qu'on est véritablement exposé. Et ça, à l'échelle d'un État, je dis souvent, ça vaut le travail de tout un ministère qu'il faut développer pour revoir la question effectivement de la qualité, la durabilité et les questions effectivement de santé publique. Monsieur Moyenga, nous malheureusement ne sommes plus par le temps. On va évoquer d'autres aspects. On vous retrouve au CNT, au compte de la société civile. Vous avez fait une autre expérience au niveau de l'Assemblée là-bas. Oui, le CNT, je dirais, c'est l'évolution normale de la situation politique nationale. Vous savez que c'est suite à l'insurrection qu'il a fallu dans un premier temps trouver la formule de l'équipe qui devrait diriger pendant cette période en attendant les élections. Et avant d'arriver au CNT, souvent les gens vont vite. Il a fallu d'abord écrire une charte de la transition. La transition, oui. Voilà, je suis membre quand même de la rédaction de cette charte avec bien sûr Ibriga, le professeur Loada, avec Rassablala Seydou Ouedraogo, avec... attaqué par certains. Oui, bien de gens. Non, en fait, c'était des critiques, je crois, un peu de mal au point, parce que les gens viennent de perdre le pouvoir, il fallait utiliser tous les moyens. Sinon, c'est l'une des meilleures transitions politiques en Afrique jusque-là. Si quelqu'un en connaît à l'étape T, d'une transition qui a abouti, qui n'a pas avorté et qui a pu sécréter autant d'éléments de réforme fondamentale, mais il peut venir exposer. Il n'y en a pas. Les gens, on n'est pas jaloux de notre propre œuvre politique. C'est vrai, elle n'était pas totalement parfaite parce que c'est quand même dans l'histoire, c'est la première fois qu'une transition survient au Burkina de cette manière-là. Donc forcément, il doit y avoir des imperfections. Mais par contre, l'élan de l'aspiration aux libertés, à la démocratie et autres là, ça s'est ressorti et ça s'est manifesté par quoi? Prenez la loi sur la répression de la corruption, délit d'apparence, déclaration des biens. C'est ça. Si c'est pas le CNT, personne ne pouvait l'adopter. Beaucoup disent aujourd'hui. Ça a été rejeté. Beaucoup de lois ont été votées, mais non appliquées. Par exemple, la fameuse loi. Le règlement du bail locatif. Oui. Avec tout ça. Le code minier, avec moi vous parlez d'environnement, le code minier, nous l'avons bien touché, j'étais dans la commission, le fonds de développement local, ainsi de suite, la rupture de la constitution avec le président du façon n'est plus président du conseil supérieur de la magistrature, tout ça, en fait, je crois que, je ne sais pas ce que les gens voulaient, c'était un très grand bon. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Ces lois ont dormi et sont en souffrance. Plus d'une centaine de lois votées. 108 lois votées. Est-ce que ça n'a pas été en une année donné au même moment? C'était une mission. On travaille jusqu'à 3 heures du matin. Les gens ne savaient pas qui était. Mais écoutez, au CNT, on travaille jusqu'à 3 heures du matin. Je suis en train de vouloir ressortir ça. Je laisse un peu l'émotion politique, comme on est toujours dans des batailles, les gens. Mais non, il n'y a pas un parlement qui était aussi représentatif que le CNT, qui était aussi intellectuel aussi, et avec des gens qui étaient des cadres, qui ont des connaissances très avancées. Il n'y en a pas depuis l'histoire du pays. Il faut faire l'étude sociologique, reprenez, vous verrez, il n'y en a pas. Aujourd'hui, vous faites partie d'un comité de suivi de ces lois votées. Le comité de veille parlementaire. Quel est le constat aujourd'hui? Mais le constat, c'est que c'est amer. Réellement, il faut reconnaître, et c'est là où je suis d'accord, cette transition n'a pas pu aller jusqu'au bout de mise en œuvre des différentes lois votées. Et ça aussi... Les 1 an n'étaient pas suffisants? Non, je pense que ce n'est pas suffisant. Moi, j'ai défendu cette position depuis. Et il y a beaucoup qui me rejoignent. Parce qu'au départ,
les politiques qui étaient pressés d'aller aux élections là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tendu le piège politique habituel. Ouais, écoute, ces gars-là, il faut aller aux élections parce qu'ils veulent rester pour s'éterniser. Oui, mais la communauté internationale a toujours mis des pressions. N'oubliez pas même que la charte, même son écriture, la communauté internationale avait mis des pressions pour que certaines choses ne soient pas écrites dans la charte. Mais ça a été écrit. Ils voulaient qu'on dise non, c'est seulement uniquement pour faire des élections, mais rien d'autre. Nous avons dit non. Il y a plein de choses. Attendez, on ne suit pas tout de la communauté. Elle fait des propositions, mais j'avoue qu'on a résisté par rapport au coup d'État de septembre là. La communauté internationale avait une position. Est-ce que les Burkinabés ont respecté ça? Notamment la CEDEAO. Non. Donc ça veut dire que un pays aussi s'exprime, doit avoir sa spécificité et pouvoir faire face. Parce que c'est une question de vitalité. Donc, pour moi, le bémol là, effectivement, c'est que ces lois, dès que les élections ont eu lieu et que de nouvelles autorités sont venues, ces lois ont traîné. D'autres lois sont encore en souffrance. Et aujourd'hui, beaucoup de lois n'ont pas été mises en œuvre. Voilà, le fonds de développement local. Vous voyez partout dans les communes rurales ou dans les communes minières, il y a des problèmes. Donc, il n'y a pas que ça, le bail locatif, ça n'a jamais été mis en place, alors que on a voulu réglementer quelque chose parce qu'on sait que ça faisait partie les délits d'apparence. Les délits d'apparence. Il y a combien aujourd'hui qui ont déclaré les biens? Alors qu'il faut qu'ils déclarent. La loi est claire. Nous avons rechangé la mission de l'ASE, qui n'a plus seulement juste à faire des rapports, mais ces rapports ont valeur d'enquête et qui remet au procureur à l'obligation de poursuivre. Donc ceux qui se sont pas tenus doivent être choses. Et c'est ça. Maintenant, mais au moins, des outils ont été offerts à notre peuple, a été offert aux OSC, aux syndicats, aux partis politiques, à toutes les forces de progrès. Ils ont maintenant des bases juridiques et des outils aussi pour poursuivre la veille et le combat. J'étais content de voir que l'AJB, la dernière fois, en faisant la conférence sur le délit d'apparence et sur la déclaration des biens, ils ont mis la pression en disant que normalement, voilà les dossiers qui n'ont pas déclaré. Et voilà, c'est ça, il y a un outil, parce qu'il y a une base qui permet de s'appuyer déjà pour dire qu'il n'a pas déclaré ni dans les délais et ainsi de suite. Donc, pour moi, le travail, il reste à faire. Le travail, il reste à faire, aussi bien dans la veille, mais à la suite, je pense que je vous dirai, nous n'en sommes plus à la veille, seulement. Après cette expérience d'OSC et de parlementaire, comme on dirait, vous décidez aussi de franchir le pas politique. Vous êtes membre d'un parti politique. Vous pensez que vous dites quelque part qu'il faut un renouvellement de la classe politique. Beaucoup estiment que c'est un rapport de force, hein, et cela ne devrait pas être donné aussi comme un cadeau à la jeunesse. Ben oui, cadeau qu'on n'a jamais eu d'ailleurs. Et même si c'est réclamé par des quotas. Non, ceux qui font ça, ils veulent faire des mathématiques avec ces questions, alors que nous, dans notre vision, dans notre combat, tout ce qu'on a vu en termes d'expérience là, aucun quota n'a été donné nulle part. Tout s'est arraché. Ça, c'est notre expérience. Même 1 centimètre de quoi que ce soit dans ce pays-là, on ne nous l'a jamais donné cadeau. Et donc, par exemple, l'insurrection, on ne nous l'a pas donné. Il y en a plein. Sur le campus, on ne nous a jamais rien donné. Et je vous ai dit toute la répression que nous avons subie pour obtenir quelquefois quelques avancées que nous-mêmes directement nous n'avons pas obtenues. Hein. Souvent, c'est les générations qui viennent juste après, c'est eux qui en bénéficient et nous en sommes fiers. Nous voulons seulement que les gens soient reconnaissants. C'est tout. Mais comment ce renouvellement va-t-il se faire si on voit parmi la jeunesse des gens qui s'alignent toujours derrière des camps? Oui. On appelle par exemple le retour de Blaise Compaoré. Non, oui. J'allais en arriver. Oui. Je n'ai pas oublié votre question. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons estimé que notre scène politique est composée de jeunes qui ont fait le combat entre au moins les 30 et les 40 ans. Et que la classe politique qui est là, c'est une vieille classe politique désuète, incapable aujourd'hui de faire de la création, l'invention politique, donc qui est dépassée et même qui a un grand passif, donc qui doit rendre compte. Et ils ont un passé même qui ne passe pas. Donc, pour nous, cette classe politique quarantenaire épuisée là doit pouvoir être mise de côté pour permettre un renouvellement de notre personnel politique. Maintenant, comment? Si les jeunes s'alignent toujours... voilà. Oui. Comment le retour de... Oui, ça c'est quelques jeunes. Parce que la jeunesse, elle est très, très, très homogène. Il n'y a que quelques jeunes qui pensent toujours ça. Mais aujourd'hui, là, l'insurrection a fait monter plusieurs choses. Regardez, observez quelque chose. Entre l'insurrection aujourd'hui, vous avez combien de jeunes partis politiques qui sont nés? Ça veut dire que le cap d'OSC, d'alerte, les jeunes ont dépassé ça pour maintenant prendre leurs responsabilités sur la scène politique. En se disant qu'on ne va pas toujours laisser la place à des gens que nous avons jugés aussi médiocres. Il faut le dire, le terme au vrai sens du terme. Hein. Et que si on doit laisser la scène parce que on ne veut pas se mêler ou on ne veut pas se salir, mais il va y avoir des recyclages que de la même qualité politique basse. Alors, il faut
une nouvelle qualité. Et c'est la jeunesse qui doit rentrer en jeu. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'organiser. On ne renouvelle pas une classe politique comme ça. Avant le renouvellement de la classe politique, il faut d'abord que ça soit le renouvellement même des formations et des forces politiques. Et c'est pourquoi, vous avez remarqué ces dernières années, il y a combien de partis qui sont nés? Les gens disent qu'il y a beaucoup de partis politiques. Vous avez d'abord l'APP Burkindi qui est la nôtre, qui est positionnée en tant que parti composé d'un ensemble de camarades, de militants, de droits humains, de mouvements étudiants. C'est rare dans ce pays de voir, par exemple, ces gars-là prendre les responsabilités comme ça. Deuxièmement, vous avez l'OPA avec Farama Ambroise aussi. Le MPS qui vient de naître. Vous avez, voilà, MPS qui vient de naître. Il y a eu le MCR avec Taïrou Bari. Il y a eu d'autres partis comme, par exemple, je dirais, le PUR, et ainsi de suite, qui sont des partis qui sont dans une certaine, le NCC, qui sont dans une certaine dynamique politique, à l'opposé de la vieille, traditionnelle classe politique. Pourquoi ils ne sont pas allés là-bas? Pourquoi ces formations-là ne décident pas d'aller? Pourquoi ils ne décident même pas d'aller au pouvoir? Parce que quand même, avant, c'est qu'on sait, le mouvement se fait généralement en allant vers ceux qui ont le pouvoir. Mais aujourd'hui, le mouvement se fait dans le sens inverse. Ça doit tiquer les gens. Parce que toutes ces forces-là incarnent ce que je dirais, la rupture dans la pratique, c'est-à-dire dans ce que nous avons appelé la gouvernance vertueuse, l'exemplarité au sommet. C'est ce que le Burkinabé demande. Et au-delà, le renouvellement de la classe politique, donc le renouvellement de notre personnel politique. Ces partis qui naissent là, ils sont caractérisés par cette aspiration. En combien de temps cela peut-il se faire? Mais vu que déjà, la bataille est déjà engagée, puisque toutes ces forces-là sont déjà organisées sur l'ensemble du territoire, dans un contexte où je dis, attention, les gens vont souvent vite en besoin. Personne ne fait une lecture claire. La scène politique n'est pas très lisible aujourd'hui. Prenons les vieux partis. Aujourd'hui, on parle de Baobab. Il n'y a plus de Baobab puisqu'ils sont tous en train de se déchiqueter. Vous prenez les CDP, ils sont en crise. Les MPP, lui, il est en crise depuis 2016, après les élections municipales, où pratiquement ils ont enflammé entre eux, dans les mairies, les communes. Et jusqu'à aujourd'hui, les MPP, après la disparition de son président, est toujours avec une présidence intérimaire et n'arrive même pas à faire un congrès. Mais ça, c'est des choses qu'il faut observer. Et mieux quand ils essaient de mener une activité, regardez. Aujourd'hui, là, prenez le régime politique qui est au pouvoir. Non, normalement, les MPP devraient être majoritaires et ses alliés. Est-ce qu'on comprend quelle est la nature du régime politique? Mais vous croyez que 2020... Il y a une incohérence totale 2020 sur la pourrait politique. être la date... Mais oui, mais c'est ce que nous disons. Pour la jeunesse. 2020, c'est un grand tournant politique qui est là après l'insurrection populaire. C'est-à-dire que l'élection a eu lieu. La force d'avant-garde politique qui devait prendre la tête du pays et puis répondre à l'aspiration, cette force-là n'était pas organisée, n'était pas présente, nous pensons. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, il lui fallut trouver la solution et compenser, pour ne pas dire compenser un peu ce vide-là. Et là, aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. Comment concrètement cela peut-il, si les gens partent de façon disparate? Ah, voilà déjà que vous-même vous sortez déjà la solution. Si vous dites de façon disparate, peut-être que vous proposez... Il y a plusieurs partis, jeunes partis qui sont là, oui. Ça veut dire que... Chacun veut être là. Rien n'est fermé. Ça veut dire que dans la dynamique politique actuelle, ces forces qui sont en train de se créer là peuvent se retrouver. Et je crois que la tendance même est déjà à ce niveau. C'est comme au niveau des OSC. On avait dit l'ONAO, les OSC sont morts, il n'y a plus rien, c'est fini. Mais on a vu quand l'UAP est sorti, ce n'est pas passé inaperçu. Donc, c'est comme ça que les choses vont se passer au niveau du front politique également. Et ça, c'est pas à moi de le dire. Il faut laisser les acteurs politiques faire, on verra bien. David Moyenga, malheureusement, nous sommes pris par le temps. Nous allons vous dire merci d'être passé dans nos studios. Ok, merci beaucoup. C'était avec un grand plaisir. En toute vérité, un grand entretien de Radio Burkina avec un invité spécial tous les samedis et rediffusé les dimanches. Entretien réalisé par Charles Kendrebeogo.